Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles, en laissant un commentaire et en vous abonnant au podcast. Je suis très heureuse de vous faire découvrir le parcours d'Inès Paulet, médecin du sport et influenceuse sur Instagram. C'est Aude Ducroquet, invitée de l'épisode 9, qui m'avait recommandé de rencontrer Inès. Après quelques péripéties, nous sommes parvenus à organiser notre conversation. Inès nous parle de sa vocation pour la médecine, née dès son plus jeune âge, de ses études de médecine et de ses débuts en tant que médecin du sport. Elle nous raconte son déclic qui l'a convaincue de sauter le pas et de s'installer en libéral tout en retrouvant sa Côte d'Opale natale. Inès nous raconte son rôle de médecin auprès de la Fédération française de natation et plus particulièrement des équipes de France de natation synchronisée et de nage en eau libre. Inès partage avec nous ses débuts sur Instagram, la façon dont son compte a grandi et comment elle s'organise aujourd'hui pour répondre aux sollicitations et publier des contenus qui lui tiennent à cœur. Elle nous livre aussi les clés de son organisation au quotidien pour trouver l'équilibre qui lui convient. Avec Inès, nous avons parlé d'audace, de tracer son chemin, de sortir des sentiers battus, de passion, d'organisation et de l'importance de faire ce qui nous plaît. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers la page Instagram et le blog d'Inès, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pour notre conversation. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Inès. Bonjour Claire. Alors, je suis ravie de te recevoir dans La Boussole. Merci. Surtout que ça fait quand même un petit moment qu'on essaye de se voir entre le confinement, moi qui étais à Faune une fois, enfin bref. Mes travaux, tout. Voilà. Donc, nous réussissons à nous voir et je suis très heureuse de te recevoir dans La Boussole pour parler ensemble de ton parcours. Alors Inès, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es médecin du sport, oui. Tu es médecin pour la Fédération française de natation, oui. Et tu as aussi un très chouette compte Instagram, et moi c'est comme ça que je t'ai connue, grâce à Aude Ducroquet, que j'ai reçue aussi dans le podcast. Mm-hmm. Donc si tu es d'accord, je te propose de revenir ensemble sur ton parcours. Oui. Et commençons peut-être par tes études. Donc tu as fait médecine. Oui. C'était une vocation. Oui, on peut dire. Pour moi, c'était une vraie vocation. Aussi loin que je me souvienne et que mes parents me décrivent mes souvenirs, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai été passionnée par ma pédiatre, donc ça peut arriver. Je l'adorais. J'avais jamais eu peur d'aller chez le docteur. Voilà, et je pense que ça me vient de là. J'ai toujours dit que je voulais faire ça et j'ai dévié un petit peu. Tu vois, à un moment, j'ai voulu être archéologue comme ma marraine, j'ai voulu être avocate quand j'étais au lycée, mais finalement, toujours, j'ai voulu être médecin. Donc, j'ai fait un bac S, du coup. Un petit peu à contre-cœur parce que je suis un peu plus littéraire dans l'âme, mais il fallait que je fasse un bac S pour être en médecine. Tu vois, contrairement aux idées reçues, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être bonne en maths pour être un bon médecin, parce que moi, c'était vraiment une galère. J'ai eu mon bac en n'ayant pas la moyenne en maths. J'ai eu mon bac avec une très bonne mention, mais sans la moyenne en maths. C'était très compliqué pour moi, la physique-chimie, mais bon, il y avait la SVT, et voilà, j'ai passé mon bac S. Ça a été, mais c'était pas la passion, tu vois, de la filière scientifique. Ensuite, je suis partie en médecine à Amiens. D'accord. Donc j'ai fait ma première année là-bas et j'étais le stéréotype de l'étudiante de P1 qui va dédier son année à sa première année, quoi. Vraiment, j'ai fait que ça. Donc t'as bossé à fond. Ouais, bossé à fond. J'avais jamais fait ça avant, j'ai jamais refait ça après. C'était vraiment l'année la plus compliquée au niveau des études que j'ai pu vivre. Mais en fait, je m'étais dit, la première année de médecine, je la ferai qu'une fois. Moi, je saurais pas supporter ça 2 fois. Donc, autant que j'arrive au bout en me disant, j'ai tout donné
Et vraiment, si je l'ai pas, c'est pas de ma faute, quoi. C'est que c'est pas ma destinée. Parce que je pourrais pas le faire 2 fois à moitié, il faut que je le fasse 1 fois à fond. Donc j'ai fait une espèce de préparation mentale l'été d'avant. Je me souviens m'être dit tout l'été, voilà, c'est bon, allez, en septembre ça commence, après c'est parti, voilà. Bon, j'ai arrêté de faire du sport cette année-là, j'ai pas trop vu mes amis. C'était vraiment une année boulot. Mais ça a payé. Puisque t'es passée en deuxième Parce que je suis année. passée en première, j'ai eu ma P1 du premier coup en étant très bien classée, et je suis arrivée en deuxième année pour commencer une vie d'étudiante plus normale, quoi. Là, j'ai rencontré des amis, et en fait, j'ai pas vécu mes études de médecine comme un gros fardeau. C'est un peu l'idée dans la population générale, c'est que les études de médecine sont très difficiles, un peu à part des autres étudiants. Enfin, c'est un peu comme ça que je le percevais. Ouais. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir des études agréables. J'aimais ce que je faisais. Bon, on parlait plus de maths et de physique-chimie après, tu vois. C'était vraiment plus centré. C'était derrière toi. C'était derrière moi. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on étudiait. Donc, je te dis pas que c'était facile tous les jours d'aller en garde et de pas être payé, de finir à minuit, de devoir être en cours le lendemain très tôt, de côtoyer des choses douloureuses quand t'es jeune, de côtoyer la mort, la douleur à 22 ans, c'est pas évident. Mais j'aimais ce que je faisais, j'avais des super amis, et j'ai un bon souvenir de mes 6 ans d'études à Amiens. Après, je suis arrivée à Lille pour mon internat, et j'ai commencé un internat de médecine générale. En fait, la vocation de la médecine, j'ai toujours eu. La vocation de la médecine du sport, pas franchement. Au début, je voulais être pédiatre, comme ma pédiatre. Puis mon premier stage de médecine, je l'ai fait en pédiatrie, je me suis dit c'est pas possible, quoi, je peux pas faire ça. Ouais. Ça va pas le faire. Bah, je trouve que c'est difficile pour avoir eu mon petit garçon qui a été hospitalisé à un moment. Tu vois, je me dis mais médecin pour les enfants. En fait, t'es médecin des enfants et des parents, parce que les enfants, ils te parlent pas. Donc, il y a que les parents pour décrire ce que les enfants ont, enfin, jusqu'à un certain âge, bien sûr, mais du coup, en pédiatrie, pour moi, tu traites autant les enfants que les parents. Enfin, c'était trop douloureux pour moi à l'époque, donc j'ai écarté ça. Après, je me suis dit, la dermato, ça me plaisait. Bon, finalement, on a eu l'opportunité de choisir une option en 4e année, je crois, et il y avait l'option médecine du sport. Puis je me suis dit, tiens, j'avais ça dans un coin de ma tête parce que j'ai moi-même eu à être soignée par un médecin du sport quand j'ai été sportive. Parce que j'étais sportive de bon niveau, on va dire, en natation synchro. Puis j'ai eu des soucis à cause de ça, et j'avais vu un très bon médecin. Peut-être c'était resté dans un coin de ma tête. Quand il y a eu cette option, je l'ai choisie, ça m'a plu. Puis en fait, en arrivant à la fin de mes années, quoi, 5-6e année, je me suis dit, tiens, médecine du sport, faut que je me renseigne et tout, c'est un truc qui pourrait me convenir. Et en fait, si tu veux, c'est pas une spécialité qu'on choisit à l'internat. D'accord. Il faut faire une autre spécialité avant, donc médecine générale comme moi, ou médecine physique réadaptative, ou tu peux passer par d'autres spécialités pour ensuite te surspécialiser en médecine du sport. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, je vais faire ça. Donc il faut que je choisisse la bonne fac où je vais être formée, parce qu'en fonction des facs en France, c'est pas tout à fait la même formation en médecine du sport, et il y en a que un qui est choisi par fac par an. D'accord. Donc ça a un petit peu changé de mémoire. Enfin, là récemment, je crois que le parcours a changé, mais je suis pas trop à la page. En tout cas, moi, quand c'était en 2012, c'était comme ça. Donc je me suis dit, je vais faire médecine générale à Lille, j'avais envie de changer d'air. Et j'avais rencontré le prof qui s'en occupait, qui m'avait fait plus ou moins bonne impression. Je me suis dit, je vais faire ça ici. Donc j'ai choisi médecine générale. Et dès le début, j'étais consciente que j'allais faire médecine du sport, donc ça a un petit peu orienté mon internat. J'ai postulé, j'ai été sélectionnée, et puis ensuite, pour mon parcours, j'ai fait mon internat, mes cours, j'étais régulièrement par Mons et par Vaux en France pour le desk, ça s'appelle un desk. D'accord. Ensuite, je me suis surspécialisée en nutrition du sportif. Et puis après, régulièrement, tous les ans, je fais un petit peu des formations autour de ce thème, quoi. D'accord, ouais, pour rester un peu à la page de ce qui se fait. Ouais. Une fois que j'ai été diplômée en médecine du sport, je suis restée 2 ans au CHR de Lille. Je travaillais là-bas dans le service de rééducation. Mais l'hôpital, c'est pas un milieu dans lequel je me sens à l'aise. Je savais depuis le début que j'étais pas faite pour l'hospitalier. Donc dès que j'ai fini ces 2 ans-là, je suis partie en cabinet libéral à Marc-en-Barœul, à la clinique du sport au Croisé-la-Roche. D'accord. Je suis restée là 1 an et demi jusqu'à ce que j'accouche de ma fille, Isor, qui a changé un petit peu les choses dans ma façon de voir mon travail. Et j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet à moi, à Boulogne-sur-Mer, du coup. Et là, j'y suis depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Voilà. Gros changement de vie, quand même. Gros changement de vie et très épanouissant.
Dans mon métier, donc un médecin du sport, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Les gens croient que je vois que des professionnels, des sportifs de haut niveau. Donc en partie, parce que je suis aussi médecin fédéral, comme tu l'as dit, à la Fédé de natation. Donc je travaille auprès des équipes de France, 2 d'entre elles. Et puis je suis partie des groupes de travail avec les médecins de la Fédé. Mais dans mon cabinet, je reçois tout le monde, en fait. Si toi, t'es sportif du dimanche, que t'aimes bien aller courir et qu'un jour t'as mal au genou et que t'es plus capable d'aller courir, bah, tu peux venir me voir. Je reçois les enfants qui ont des certificats à faire pour leur licence de foot, pour être surclassés. Je reçois des gens qui ont besoin de conseils nutritionnels avant de se lancer dans un marathon. Enfin, c'est vraiment très varié. J'ai l'habitude de dire, c'est tous les sportifs de tous les niveaux, de toutes les disciplines et de tous les âges, en fait. C'est même un patient qui a un métier physique, un pompier, un maçon, ils utilisent leur corps comme des sportifs. Donc je les vois aussi pour des problèmes liés à leur métier, en fait. Ouais. Donc c'est une partie des cordes à mon arc. Voilà, depuis peu, en tant que médecin, je rédige aussi des articles. Donc j'ai retrouvé le goût de la littérature, tu vois, et de ce qui me manquait un petit peu. Je rédige des articles, je donne des conseils santé et sport et bien-être et forme sur un grand site internet connu, grand public en fait. Donc je vulgarise un petit peu la médecine pour donner des conseils forme et santé. Ok. Je crois que j'ai rien oublié. Et comment on fait pour devenir médecin dans une fédération sportive ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai fait ma thèse de médecine générale sur les troubles du comportement alimentaire liés à la pratique des natations synchronisées. D'accord. Qui a tendance à créer des troubles type anorexie. Et je me suis adressée à des clubs de la région, du club de bon niveau mais pas professionnel. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de professionnels de la natation synchro en France, mais en tout cas, j'étais pas au niveau de l'équipe de France pour faire cette thèse. Donc, j'ai fait le tour des clubs des Hauts-de-France. Et j'ai rencontré à Dunkerque une médecin qui est présidente du club et qui en même temps est médecin, qui travaillait aussi à la Fédé. Donc je l'ai rencontrée via le biais de ma thèse pour lui demander de m'ouvrir les portes de son club pour questionner les nageuses. On a gardé un bon contexte, on s'est bien entendu. Et puis un jour, elle a eu besoin d'un médecin pour encadrer une compétition junior en Espagne. Donc elle m'a appelé en me disant en urgence, on a besoin de quelqu'un, je me souviens de toi, est-ce que t'es dispo ? Bah oui, pourquoi pas, je vais le faire. Ça s'est bien passé, puis du coup petit à petit, je refais d'autres compétitions et puis là maintenant, je suis vraiment intégrée à la fédération. D'accord. Ok. Voilà. Donc tu les accompagnes quand tu as des compétitions. Ouais, les stages, les compétitions essentiellement. Parce que les filles, elles sont à l'INSEP, donc elles ont leur médecin à l'INSEP. Ouais. Et moi, je les rejoins quand il y a des déplacements. Puis après, en eau libre, j'accompagne aussi la nage en eau libre, tu sais, dans la mer ou dans les rivières, voilà. C'est plutôt des nageurs dans les clubs qui se retrouvent pour les compètes. Et là, c'est pareil, je les accompagne lors de leur compétition. Ok, super. Et donc, à côté, donc, c'est ton activité, on va dire, principale. Ouais, mon vrai métier. Ton vrai métier. Il n'y a pas de faux métier. Mais on va dire que voilà, ce à quoi tu t'es dédié, en tout cas, tes études et ton temps pour te former, donc c'est être médecin. C'est quand même déjà un sacré truc. Pour avoir plusieurs amis médecins, voilà, c'est pas rien. Donc, à côté de ça, donc t'as lancé ton compte Instagram, donc on en parlait un petit peu avant de lancer l'interview, un peu comme tout le monde au lancement d'Instagram, et puis petit à petit ton compte a grandi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts sur Instagram ? Oui, alors en effet à côté aujourd'hui ça prend une place assez franche dans mon emploi du temps, mais au début j'ai créé mon compte je sais pas en 2012, en 2013 comme tout le monde pour avoir les filtres. Je sais pas si tu te souviens, il y avait des filtres pour corriger les photos avant de les poster sur Facebook. En gros c'était vraiment ça. Et puis voilà, il vivotait juste pour ma famille, voilà ce compte Instagram. Et en 2014 on est parti à Bali avec mon mari. Et là-bas, j'ai commencé à poster des photos en mettant des hashtags. Hashtag restaurant Bali, hashtag la localisation, la ville du coin, voilà. Et je me suis rendu compte en très peu de temps de la puissance de ces hashtags et d'autres voyageurs qui me disaient « Ah, génial, merci, je cherchais un resto, typiquement ce truc-là, à cet endroit-là, je l'ai testé grâce à ta photo et tout, génial. » Donc là-bas, ça m'a fait un petit tilt en me disant « C'est puissant ce réseau social ».
Moi, j'ai toujours été la copine un peu bon plan dans ma bande de copines. Je suis celle qui aime bien fouiner pendant des heures pour trouver le bon resto, la bonne fringue, le bon plan, la nouveauté, et la partager aux autres. Tout le monde n'aime pas forcément chercher ce genre de conseils, tu vois. Moi, je sais que mes copines, elles ont tendance à m'appeler pour me dire est-ce que tu connais pas tel ou tel truc, parce que je suis du genre à être à la page et j'aime bien en fait fouiner. Donc je me suis dit tiens, bah tant qu'à partager, autant le faire sur Instagram, ça a l'air vraiment fou. Donc je suis rentrée de Bali. Et puis, bon, comme si tu suis mon compte, c'est que j'aime bien la mode et la déco. Donc, en rentrant de Bali, je commençais à poster un petit peu mes looks, ma déco, qui était ce qu'elle était en 2012. Et en fait, je me suis dit, ouais, vraiment, c'est fou, c'est incroyable. Ce partage-là sur Instagram, ça a fait effet boule de neige en très peu de temps. Et mon compte a gonflé tout seul, un peu malgré moi. J'ai pas travaillé pour que ça gonfle. Partager des choses intéressantes en mettant peut-être les bons hashtags au bon moment, j'en sais rien, j'ai pas de recette miracle. Et puis il a gonflé jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis quelques mois, années, en effet, je travaille pour ce compte Instagram, je fais en sorte qu'il vive et qui se pérennise, tu vois. Mais au départ, c'était un hasard, quoi. Oui, c'était plus un loisir entre guillemets, voilà. Ouais. Et donc comment t'arrives en fait à gérer, parce que j'imagine que t'es quand même hyper sollicitée. Comment sur Instagram, sur Instagram. Comment j'arrive à gérer les demandes ou les choses comme ça. Ben aujourd'hui, Instagram c'est mon deuxième boulot, c'est mon deuxième vrai boulot comme tu dis. Mais en fait, j'ai monté une société du coup carrément parce que en fait, comme mon compte gonflait, j'avais de plus en plus de demandes de partenariat. Tu sais, en tant qu'influenceur, on crée du contenu pour des marques et j'avais des demandes de partenariat rémunérés que je pouvais pas accepter puisque j'avais pas de statut. Donc évidemment, je me suis dit c'est quand même un manque à gagner. Et puis j'ai la passion du sport et j'en vis via mon métier de médecin du sport. J'ai la passion des réseaux et je suis quelqu'un de très créatif de manière générale. Bon, c'est dommage de pas essayer d'en vivre en fait. Donc j'ai créé ma société. Je suis pas auto-entrepreneur parce qu'en tant que médecin, je suis déjà considérée comme auto-entrepreneur, donc on peut pas avoir ce double statut. Du coup, j'ai pris conseil auprès d'une avocate que j'ai d'ailleurs rencontrée sur Instagram, qui a un compte Instagram. J'ai pris conseil auprès de cette avocate et on a monté la société la plus adaptée pour moi. Et donc du coup, pour répondre à ta question, je gère mes demandes de partenariat en essayant d'être le plus juste et le plus rentable par rapport à ma société La Plume Caramel. C'est le nom de mon blog, La Plume Caramel, parce que j'ai aussi un blog du coup, et c'est le nom de ma société maintenant, La Plume Caramel. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et donc on parlait aussi un petit peu avant du fait qu'au début, tu voulais quand même vraiment bien cloisonner tes activités. Ouais. Ça a été quelque chose qui m'a un peu poursuivi pendant longtemps, c'est que sur Instagram, je parlais pas du tout de mon métier de médecin. J'étais n'importe quelle Instagrammeuse qui aime bien partager ses looks et sa déco, pas dans l'anonymat parce que j'ai toujours montré ma tête, mais sans en dire beaucoup plus sur ma vie. Et quand j'étais à l'hôpital, eh bien, je ne parlais jamais de mon compte Instagram. C'était vraiment deux choses que je séparais vraiment parce qu'il y avait un truc on peut pas être médecin et avoir quelque chose à côté aussi différent. Je me sentais vraiment pas comprise par mes collègues, pas mes amis, parce que toutes mes copines, elles le savaient, tu vois, mes copines de fac. Mais à l'hôpital... Tu te sentais comme un extraterrestre, en fait. OVNI, complètement. Comment tu peux être médecin, avoir passé autant d'années à faire des études pour passer ton temps à faire des photos, en fait. Il y avait vraiment ce truc de... C'est pas compatible. Donc bon, je préférais rien dire. Tu sais, ça change quand même, mais la médecine, c'est un milieu très fermé, où... c'est un peu difficile d'assumer de faire d'autres choses, de pas être entièrement dévoué à son métier. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses quand j'ai commencé à m'assumer plus en tant que Instagrammeuse, tu vois. J'en parlais pas du tout. Et en même temps, quand j'allais à une inauguration de resto ou je sais pas, de nouvelles boutiques et tout ça, et que je parlais avec les autres filles qui sont Instagrammeuses, qui pour la plupart du temps ne font pas que ce métier-là, je me demandais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Et moi, je répondais, je suis médecin. Ben, j'avais l'impression de répondre une réponse, c'était pas la bonne réponse, quoi. Mais si t'es médecin, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, en gros? Ouais. Donc, il y avait vraiment cette dichotomie, alors que pour moi, c'est parfaitement compatible, en fait. Je fais bien mon métier de médecin. En même temps, j'ai des passions à côté, j'aime bien être créative. Bon, bah, ça match, en fait, voilà. Mais je le vivais un peu comme une double vie, c'était un peu particulier. Bon, là, de plus en plus, alors après, c'est un choix aussi de bien différencier les deux. Instagram, c'est quelque chose
de léger, de fun. J'ai pas trop envie de parler de ma vie de médecin sur Instagram parce que j'ai pas envie, tout simplement. Mais je m'en cache plus autant qu'avant. Et c'est 2 aspects de ma vie différents, même 3 aspects vu que je suis maman, mais ça reste chaque chose à sa place quand même. Oui. Tu vois. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, t'en parles un petit peu plus. Enfin, des fois, tu fais des petites stories sur si vous avez des questions plus aspect santé. C'est vrai que c'est. Alors, tu t'ouvres un petit peu plus sur le sujet. Quoi. Je m'ouvre sur le sujet, mais en même temps, il y a pas mal de choses que je veux pas dire et montrer parce que c'est dans notre essence d'être discret sur ce qu'on fait dans notre travail de médecin. Oui. Pour autant, quand je pars en compétition au bout du monde pendant une semaine avec l'équipe de France, je vais pas mettre en off complètement mon compte Instagram parce que je suis partie et que je suis plus chez moi à montrer ma déco, tu vois. Donc, avec l'accord des nageuses et de l'équipe, parfois ça m'arrive de faire des stories pour montrer dans quel lieu magnifique on est, qu'est-ce qu'elles ont fait comme résultat, parce que je sais que ma communauté, elle suit un petit peu, mais sans rentrer vraiment dans le détail de ce que je fais en tant que médecin. C'est vraiment... Ouais, tu partisses. Voilà. Il y a quand même des choses, le secret médical, c'est quand même important. Ouais. Et je me demandais si le fait que tu sois du coup partie de l'hôpital et que tu sois mis en libéral, et après encore plus maintenant que tu as ton cabinet, est-ce que ça t'a peut-être aussi aidé à te libérer un peu de, on va dire, des attentes. Quand t'es médecin, tu dois être 100% dédié à la médecine. Ouais, alors en plus à l'hôpital, j'étais salariée, donc forcément j'avais des horaires plus stricts à respecter. Je pouvais pas me libérer autant que je voulais, tel jour, comme là ce matin, venir enregistrer un podcast, tu vois. Donc le fait d'être libérale, un peu plus gestionnaire de mon emploi du temps et de ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, oui, ça m'a certainement aidé à développer davantage mon compte Instagram. Et aujourd'hui, je dédie une journée à ça, carrément. Tu vois, le mardi, c'est ma journée Insta, parce que finalement, j'ai pas mal d'administratifs quand même à faire. De la création de contenu, ça se fait pas en claquant des doigts. Monter une vidéo, faire des photos, trouver des inspirations, mes rendez-vous, etc. Donc là, maintenant, depuis peu, je dédie au moins une journée par semaine. Alors que là, jusque-là, c'était... J'appelais ça du temps masqué. Même quand j'étais à l'hôpital, par exemple, un patient qui vient pas, quand un patient vient pas, je peux aller aider mes collègues, je peux ranger mon bureau, mais je peux aussi ouvrir Instagram et répondre aux messages, par exemple. Si je suis dans une queue qui s'allonge et que j'ai du temps à perdre, je faisais ça à ce moment-là. Poster une photo, compléter une légende. J'avais pas l'impression que ça me prenait du temps. Pendant longtemps, on m'a dit, mais mon Dieu, t'as un compte à 10 000, 15 000, ça doit te prendre un temps fou. Moi, j'avais pas l'impression que ça me prenait du temps parce que je le faisais sur du temps masqué. Je sais pas si un peu dans les interstices de ta journée, quoi, finalement. Mon mari qui me dit, je suis coincée au bureau, je vais rentrer plus tard. Je laisse le truc mijoter et puis le repas mijoter et puis je pianote sur mon téléphone. Voilà, c'était un peu ça. Je rédige un article quand j'ai le temps, quand il est parti courir ou quand, voilà. Là, maintenant que j'ai décidé de m'y consacrer plus parce que ça me plaît énormément, faut que je m'organise plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Surtout avec Issor. Oui, j'allais dire. Avec une petite puce à la maison, ça... Ouais. Et je veux pas être trop sur mon portable quand elle est là. Ouais, oui, c'est sûr. Parce que ça, je vais le dire vulgairement, mais ça la rend folle. Les écrans, quand même, je vois bien l'effet que ça a sur elle. Hein, donc, on essaye de mettre nos portables de côté. Entre 18 et 20, ils sont... loin de sa portée, de sorte qu'elle puisse pas le toucher. Et moi, je pianote pas du tout sur les réseaux à ce moment-là. Donc, je fais ça sur mes temps 9-18, quoi, tu vois, quand t'es allée chez la nounou. Parce que le week-end, c'est pareil, j'essaye de pas trop être sur les réseaux en sa présence. Donc, c'est vraiment, ça demande de l'organisation, du coup. Ouais, c'est vrai que nous, on fait aussi attention à ça à la maison. On a 2, et c'est vrai que Henri va avoir 4 ans, tu vois, et il a encore jamais regardé un dessin animé, rien, et faut tenir. Ouais, il faut tenir. En confinement, c'était sympa. Ah ouais. Mais c'est vrai que du coup, en tant que parent, t'as quand même un peu une mission aussi de dire... puis on voit bien, elle disjoncte un peu, quoi, quand elle est sur le téléphone, quand même. Hein. Elle aime bien regarder des vidéos et des photos de ses cousins, forcément. Encore en plus, cette année, elle nous parle beaucoup de ses cousins. On se fait des FaceTime, WhatsApp et tout ça. Et elle aime bien regarder les vidéos de ses cousins. Des fois, elle me demande, je veux regarder Basilou, je veux regarder Emilou. Je la laisse 3-4 minutes regarder une vidéo de son cousin, mais après elle disjoncte, toi. On voit bien que, donc là, du coup, je me dis, je veux pas qu'elle voit que je passe autant de temps moi sur mon portable alors que je lui refuse, c'est pas très cohérent. Donc je le fais quand elle est
ou à la sieste, ou pas chez moi, quoi. Oui, ouais, non, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'avais aussi écouté l'épisode de Bliss où tu parlais de ta reprise du travail. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours un moment qui est pas évident. Alors moi, je vais mettre mon cas un petit peu à part parce que je bosse dans un secteur où on a un très long congé maternité et où du coup, on reprend le boulot quand nos enfants ont 6 mois, donc ça n'a rien à voir. C'est royal, ouais. Mais est-ce que pour toi, du coup, le fait de reprendre le travail après l'arrivée d'Isor, ça a aussi impacté ton choix de dire, bon, on veut une vie un peu différente? Clairement. Ah oui, très clairement. Moi, je suis originaire de la Côte d'Opale, mon mari aussi. On s'est rencontrés à Lille. Et quand on s'est rencontrés, c'était très très clair dans sa tête qu'on viendrait vivre sur la Côte d'Opale. Bon, pour moi, c'était pas aussi franc. Moi, je me voyais bien vivre dans une autre région, à l'étranger, j'en sais rien. C'était pas aussi franc, mais quand je l'ai rencontré et qu'on a décidé de faire notre vie ensemble, j'ai bien compris que c'était pas négociable, tu vois. Donc, je m'étais dit, c'est une idée de quarantenaire, tu vois. On fera notre vie, notre début de carrière à Lille, on est bien. Et puis, quand nos enfants auront un peu grandi, on partira sur la côte. Et j'étais vraiment persuadée que ça se passerait comme ça. On avait acheté une maison en métropole lilloise, qu'on avait rénovée et tout ça. Et puis, il y a eu ma grossesse, il y a eu mon accouchement, il y a eu mon congé mat et la reprise du boulot dans un cabinet à Marc-en-Barœul où j'étais pas aussi épanouie que dans le cabinet où je suis aujourd'hui, tu vois. De me dire, en fait, c'est peut-être le moment de réfléchir, de quitter ce cabinet. Et puis, tant qu'à en ouvrir un, autant le mettre directement dans l'endroit où on espère vivre plus tard. Parce que tu déménages pas un cabinet médical comme ça facilement. Donc, on a commencé à réfléchir à la côte. Et on a rencontré un couple à un mariage de médecins qui sont installés sur la côte. Puis je me souviens, ça m'a fait un espèce de déclic. J'étais enceinte en fin de grossesse. Et on est sortis de ce mariage en se disant, en fait, ils ont trop raison, il faut qu'on y aille, quoi. Donc finalement, pendant mon congé mat, ça a trottiné. J'étais tellement dégoûtée de reprendre le boulot aussitôt qu'il y a eu une cassure supplémentaire avec le cabinet où j'étais. Donc j'ai fait les démarches pour trouver un endroit où m'installer. Je suis avec des kinés, infirmières, ostéos, sophrologues, donc un cabinet hyper jeune. On est tous jeunes, tous motivés, tous sympas, souriants, pas blasés, tu vois, du métier. Et en fait, on a déménagé et ça s'est fait très simplement, ça s'est fait très facilement. Mon mari continue à travailler en métropole lilloise. Lui, ça change pas grand-chose parce qu'il a peut-être de la route, mais c'est de la route où ça roule, alors qu'avant, il avait pas beaucoup de route, mais il était dans les bouchons. Ouais, donc, il a pas rajouté énormément de temps. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, confinement et compagnie, le télétravail encore plus dans les mœurs. Donc, il en faisait déjà, je pense qu'il en fera davantage. Et on regrette à aucun moment d'avoir changé de lieu de vie. On n'a pas fait non plus un pet géant, on a juste on s'est éloigné de 100 km, c'est pas non plus non, ça va. Mais mais c'est quand même radical, enfin je veux dire oui. Même pour un enfant, c'est quand même pas le même environnement. Non, rien à voir. Rien à voir. Et pour m'épanouir en tant que médecin, en tant qu'influenceuse, en tant que maman, je suis 1000 fois mieux sur la Côte d'Opale qu'à Lille. C'est là où on devait être. Ouais, tu ressens comme ça. Très clairement. Je prends plaisir à revenir de temps en temps à Lille. J'espère encore plus maintenant qu'on a été confinés. Mais je sors du boulot, je vais chercher Isor, on va à la plage, quoi. Notre after work d'aller courir sur le sable. Et elle est trop contente. Donc moi aussi, je suis trop contente. Donc je suis encore plus inspirée pour Instagram. Donc je suis encore plus motivée d'aller bosser au cabinet. Enfin, c'est un cercle vertueux. Ouais, complètement. Et tu vois, je me demandais aussi, on dit souvent que les médecins, ils ont une clientèle. Patientèle. Ouais. Et alors comment ça se crée? Parce que j'imagine que tu avais peut-être ta patientèle sur Marc. Oui. Et là, tu dois tout recréer. Comment ça marche? Alors en fait, à Marc, j'étais dans une clinique. Donc je bénéficiais du rayonnement de la clinique. Les gens allaient plutôt consulter à tel endroit et me voyaient comme médecin disponible. Ils venaient pas forcément me voir moi en tant que... D'accord. Que moi, Inès Paulet. Par contre, mon cabinet à Boulogne, je l'ai créé. J'ai pas repris de patientèle, il y avait pas quelqu'un avant moi. Je l'ai créé entièrement. Donc, il faut se faire connaître. Et la médecine du sport, c'est un peu vague, même pour certains confrères. Donc, ça prend du temps, effectivement. Mais je me suis installée là-bas aussi parce qu'il y avait un besoin. Un médecin du sport qui fait que ça à temps plein, à part à l'hôpital, il n'y en avait pas. Oui. Il y a des médecins généralistes qui ont une petite spécialité et des connaissances, et puis qui sont aptes à donner des conseils, mais qui font que ça, non. Et pour beaucoup de documents administratifs, il faut la qualification de médecine du sport, par exemple, pour signer un certificat haut niveau, pour un surclassement, pour des choses comme ça. Donc, il y avait quand même des besoins.
Je suis installée avec des kinés qui sont déjà du coin et qui sont spécialisés dans le sport, donc ça m'a fait connaître un petit peu. Oui. J'ai rédigé des courriers à destination de tous les médecins, kinés, ostéo, podologues de la région, en disant que, enfin de la région, du boulonnais, coin, tu ouais. vois, en disant que je m'installais. J'ai eu un petit article aussi dans la presse locale quand je suis arrivée. Et puis là, le bouche-oreille commence à faire son effet. Donc je remplis pas encore un agenda complet du lundi au vendredi avec tous mes créneaux, mais c'est très satisfaisant pour une première année. D'accord. Ça, c'est long. Mon comptable me dit d'être patiente, que c'est long, une installation libérale, il faut au moins 2 ans pour faire un recul, mais moi je suis satisfaite, ça me va. Ouais, et puis finalement, t'es pas, enfin, comme t'es dans une équipe, bah, c'est pas comme si t'étais toute seule dans ton cabinet, voilà, ça permet d'avoir des échanges. On peut manger ensemble, eux ils m'envoient du monde, moi je leur envoie du monde, ils ont un réseau aussi parce qu'ils sont sur la côte depuis plus longtemps que moi, donc je rencontre du monde grâce à eux. Donc voilà, ça commence à gonfler notre cabinet. Ouais. Ça, c'est chouette. J'ai pas envie d'être débordée, donc pour l'instant ça me va. Ça te va. Oui, pour avoir toutes tes différentes casquettes, des fois il faut pas. Puis avoir travailler lentement, c'est important pour moi. Je suis un médecin qui est à l'heure, donc la plupart des patients sont étonnés, mais je les prends à l'heure. Et du coup, je réserve des créneaux suffisamment longs pour ne pas avoir à déborder et être tout le temps en retard. J'aime bien travailler posément, j'aime bien travailler médecin du sport. Soit on a affaire à des profils de sportifs vraiment engagés, donc il faut de la psychologie, il faut du temps, il faut... Voilà. Soit c'est des sportifs amateurs, mais qui ont déjà vu beaucoup de monde avant d'arriver chez moi, donc il faut que je refasse l'histoire de leur dossier et tout ça. Donc j'ai besoin de temps, et bah, pour l'instant je l'ai, donc tant mieux. Je pense que c'est important pour la patientèle aussi de savoir que leur médecin a 18 ans. Oui. Et pour me faire connaître, c'est un atout aussi, tu vois, de se dire, bah, non seulement elle est jamais en retard, mais en plus, elle prend son temps. Donc voilà, pour l'instant, ça me va comme ça. C'est important aussi de pas avoir trop de délai. Les sportifs, s'ils ont besoin de me voir, c'est dans la semaine en général. Ils peuvent pas attendre 3 mois comme pour aller chez le gynéco ou chez le dermato. Donc, pour l'instant, tout est très aligné. C'est très bien. Et donc, comment toi, tu arrives à, finalement, ta casquette de médecin, d'Instagrammeuse, de maman, et est-ce que tu arrives à avoir un petit peu de temps juste pour toi, du temps à toi, en plus? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent. D'ailleurs, quand tu me l'as posée en me proposant d'être invitée à ton podcast, tu te souviens, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur parce que c'est vrai. j'ai pas l'impression de réaliser quelque chose de fou, en fait. Je suis médecin, c'est vrai, c'est un métier prenant aux yeux des gens. Mais déjà, quand j'étais étudiante, j'avais pas l'impression d'être une étudiante que différente des autres. Quand j'étais étudiante, j'avais des jobs l'été. J'ai été mannequin pendant tout mon externat. Je faisais plein de trucs à côté. Et j'avais pas l'impression qu'être étudiante en médecine, ça me coinçait pour faire ces choses-là. Donc ça fait longtemps que je me dis, on peut faire plein de choses à la fois. Aujourd'hui, ma semaine, elle est bien remplie. Bon, c'est comme ça que j'aime vivre aussi, hein. Je suis pas du genre à aimer m'ennuyer, entre guillemets. Je suis pas très... Comment te dire ? J'aime pas être longtemps posée. C'est pas le mot que je cherche, mais... Mais t'aimes bien être active, avoir... je suis active, dynamique. J'ai besoin de temps pour moi, mais j'ai pas besoin d'énormément d'heures de repos, en tout cas, seule avec moi-même pour me sentir bien. Donc, dans ma semaine... Le fait d'enchaîner le cabinet, de faire ma création de contenu, d'être avec ma fille, c'est un équilibre qui se fait assez normalement, en fait, assez simplement. Alors, bah, on est une famille, hein, j'ai mon mari aussi, donc on se divise l'organisation de la famille assez logiquement aussi. On n'écrit pas tout sur un planning, mais il y a des tâches qu'il exécute, il y a des tâches que j'exécute. En fonction des semaines, j'en ai plus, il en a plus, et ça s'équilibre assez bien. Donc, comme je te dis, depuis peu, j'ai dédié une journée à mon compte et à mon blog. J'ai une demi-journée dédiée à ma fille. Donc, le jeudi après-midi, en général, je travaille pas et je m'occupe d'elle. Elle va pas chez sa nounou, voilà. Le reste du temps, c'est mon cabinet. Et après, j'ai aussi, je fais du sport. En général, je fais 2 séances de sport par semaine. Donc là, j'ai pris une petite babysitter qui vient à la maison, qui garde Isor pendant 1 heure à la maison pendant que moi je fais du sport à l'étage. C'est confortable parce que comme Isor elle est très petite,
que tout le monde soit sur place, c'est bien. Au départ, si elle voulait venir toquer à ma porte en me disant la petite pleure, je sais pas, je peux interrompre ma séance de sport et descendre. Et en même temps, ça me permet de faire mon sport chez moi assez facilement. Mais j'ai aussi, quand ce sera rouvert, je fais de l'aquabike et tout ça, donc j'y vais le midi, par exemple. Et toutes les semaines, je vois des copines, je fais faire mes ongles. Enfin, tu vois, je bouquine un petit peu, peut-être un petit peu moins, mais j'arrive à me poser pendant sa sieste pour faire des trucs. Bon, ce que je te dis là, c'est pas tellement vrai parce qu'on a rénové notre maison cet été, donc tout mon temps libre, il est aussi passé dans la rénovation de la maison, mais ça m'a pas dérangé non plus. Voilà, je le faisais pour la maison, je le faisais pour notre famille, donc peut-être que j'ai fait un petit peu moins de rendez-vous copines, mais c'était pas grave. Donc en fait, tout cet équilibre, il se fait assez normalement. J'ai pas l'impression de faire quelque chose aux dépens d'autre chose. Je pense que j'ai besoin d'être tout le temps beaucoup occupée pour être bien. Et je pense que ça se divise assez bien. J'ai pas l'impression que ma fille me reproche, elle est petite, mais même dans son regard, dans ses attitudes, j'ai pas l'impression qu'elle me reproche d'être absente. Mon mari non plus. On passe du temps ensemble, on a hâte de retourner au resto, encore une fois, mais on le fait régulièrement. Après, j'ai l'aide de ma maman, qui est en retraite, donc qui peut venir facilement me garder ma fille si je suis en déplacement long avec une équipe et que mon mari, lui aussi, a des contraintes professionnelles. Elle est hyper dispo. J'ai ma belle-maman, qui est dans le même village que moi, et qui est aussi hyper disponible pour nous aider. Donc peut-être que le fait de pouvoir compter sur les deux grands-mères d'Isor, c'est important pour mon organisation. Mais je me néglige pas du tout dans cette organisation. Et vraiment, quand on me pose vraiment souvent la question, et d'ailleurs sur Instagram, j'ai beaucoup d'étudiantes en médecine qui me disent « Mais c'est dingue de voir qu'on peut avoir cette vie-là, ça me booste pour continuer mes études qui sont tellement difficiles et tout ». Et puis en fait, ça me paraît pas extraordinaire ce que je fais. Donc j'ai un peu du mal à donner des tips et j'ai un peu du mal à donner des clés parce que ça se fait assez simplement. Vraiment, c'est naturel en fait. Oui. Là, ça me demande de l'organisation. C'est vraiment pour ça qu'avec l'aide de Aude, dont on a parlé tout à l'heure, je la vois régulièrement, Aude du Croquet, qui est coach de vie, pour des fois poser des barrières et des limites et des temps dédiés. Toi, elle m'aide à organiser un petit peu plus ma semaine pour pas m'éparpiller, pas me disperser. Mais une fois que c'est recadré, parce que des fois on dévie sa ligne et puis il faut se remettre dedans. Une fois que c'est recadré, c'est fluide. Oui. Mais ça se sent en fait au final. Enfin, quand on suit ton compte, ça s'enchaîne. Il n'y a que toi qui peux me le dire. Je te le dis. Je me rends pas compte. Je me sens jamais forcée de publier tel jour à telle heure une story ou une publication. Quand j'accepte un partenariat avec une marque, je leur dis bien, ce sera sur telle semaine, mais je n'ai pas forcément de date exacte. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Mes rendez-vous au cabinet, je les organise avec la secrétaire en fonction des moments où je suis là. Et puis voilà. Enfin, tu vois, si... Après, ça roule. Ouais, ça roule. Et comment toi, t'as vécu cette année tellement particulière avec le Covid, les confinements Moi qui suis très active, tu veux dire. Voilà. C'était particulier pour moi comme pour tout le monde. Alors moi je travaille dans la médecine du sport, donc quand il y a pas de sport, il y a pas de traumato du sport, il y a moins de blessés, très clairement. Donc au cabinet l'activité elle s'est quand même réduite. Bon, c'est aussi l'année où on m'a proposé de rédiger des articles, donc tu vois j'ai télétravaillé moi aussi en fait médecin et télétravaillé pour rédiger ces articles. J'ai fait un peu de médecine en vidéo, la téléconsultation. Bon, je peux pas tout faire en vidéoconsultation, mais j'en ai fait du coup pas mal. Pendant le confinement, moi mon cabinet était fermé pendant le premier confinement. Je me suis occupée de ma poulette et puis j'hébergeais ma sœur qui avait dû interrompre son tour du monde à cause de toutes ces histoires. Donc elle était à la maison et puis on s'occupait tous ensemble. Instagram, ça a aussi été une année un peu moins chargée parce que je pense que les budgets des marques ont été un peu réduits pour leur communication avec les influenceuses. Donc j'ai peut-être eu un petit peu moins de projets. Mais du coup... ça m'a permis de peut-être réécrire un petit peu plus sur le blog. On a acheté aussi notre maison, puis on avait beaucoup de travaux à faire, donc du temps libre, on l'a mis à profit pour nos travaux. Cette année, je l'ai pas trop mal vécu. Donc il y a des semaines où j'appelle mes copines en leur disant oh là là le moral est pas beau fixe, c'est morose et puis on est tous un peu dans cet esprit-là. Je l'ai pas trop mal vécu grâce au projet de la maison. Toi comme moi, on a des enfants en bas âge qui se rendent pas trop compte de ce qui se passe, donc la vie continue avec eux. Et puis on a hâte de retrouver nos amis bien sûr. Oui, c'est ça. Mais au niveau professionnel
j'ai été un peu moins occupée, mais ça m'a pas trop préoccupée, peut-être. Oui, finalement, comme tu avais au premier confinement, sujets... c'était compliqué financièrement, de fermer le cabinet, de pas savoir comment les aides allaient s'organiser, etc. J'ai eu quelques semaines de gros stress, puis après je me suis dit faut relativiser quoi, les choses sont comme elles sont. Je suis avec ma fille, c'est une chance. Je suis avec ma sœur aussi, qui revient de son tour du monde et que j'ai pas vu depuis longtemps. Profitons-en. Et puis après, les choses se sont débloquées un petit peu d'elles-mêmes avec la téléconsultation qui s'est vulgarisée, généralisée, avec le boulot que je peux faire à la maison, voilà. Ouais, donc l'un dans l'autre. J'ai quand même hâte de retrouver un rythme normal, comme tout le monde. Ouais, tout le monde, je pense. C'est de pouvoir simplement être libre 100% de ses mouvements, d'aller au resto et de voir plus de sportifs motivés aussi là. Ils sont blessés, ils savent pas quand est-ce que ce sera la prochaine compète, donc remettre un programme de réathlétisation des sportifs qui ont pas d'échéance moralement, c'est compliqué. Donc c'est vivement de retrouver un dynamisme. Tu m'étonnes. Ouais. Et puis tu vois, le temps passe, Inès, je regarde le petit chrono. Oui. Déjà. Et oui, déjà. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, parce que je trouve que c'est chouette aussi de montrer que on peut être plusieurs choses à la fois, plusieurs personnes à la fois dans son quotidien, et que on aime bien souvent en France nous mettre dans des petites cases. Sectoriser, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est chouette de montrer que finalement on peut être médecin et avoir un super compte Instagram, et c'est compatible. Voilà, tout à fait. Il y a pas de problème, et même être médecin, il y a trop de choses. Il y a d'autres exemples d'ailleurs sur les réseaux. Tu connais peut-être Dr Flo, qui lui est un médecin généraliste, qui donne des conseils médicaux pour le coup sur sa page, mais qui se développe aussi. Il a écrit un livre. Il y a d'autres manières de se développer en tant que médecin. Il n'y a pas que la consultation en blouse blanche avec un stéto autour du cou. Il y a plein de choses à faire en médecine déjà, et à côté, pourquoi pas développer ses passions. C'est ok en fait. Ouais, tout à fait. Puis je pense que des fois, même nous, tu vois, moi, en tant que patiente, des moments, je me dis, oh là là, c'est quand même hyper fermé, et tu te sens des fois un petit peu petit par rapport à ces personnes. Au milieu. Bon, après, je trouve qu'il y a quand même plus de communication qu'il y a quelques années par rapport aux patients, et que les médecins communiquent davantage et sont plus dans le partage de l'information. Mais c'est vrai que tu dis bon, ok, moi j'ai pas leur connaissance et tout, comme toi tu te sens d'extérieur. D'extérieur. Je comprends ce que tu dis. C'est pour ça que ça me tient à cœur au cabinet d'être habillée en civil, pas en blouse, d'utiliser les mots les plus simples possibles. Si je parle à des adolescents, j'essaie de leur parler avec des mots qui me comprennent. Voilà, de mettre un peu d'humour dans la consultation, de rigoler, d'être léger, pour avancer ensemble. J'ai un public particulier, les sportifs, ils viennent pas avec des grosses maladies graves, tu vois. Ils viennent parce qu'ils ont envie de continuer leur sport. Donc je peux me permettre aussi cette légèreté que peut-être d'autres spécialités ont plus de mal à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'être proche de mes patients, de me dire, en fait, je suis comme vous, quoi. Je suis votre médecin, mais je suis comme vous. Bah oui. Ouais, de remettre vraiment de l'humanité aussi. C'est important. Et c'est ce qui fait que tes patients reviennent aussi. Je crois, j'espère. Je peux pas en juger. Et puis, comme le temps passe, je vais te poser quelques dernières questions du podcast. Donc ce podcast s'appelle La Boussole. La boussole, ça indique le nord. Et donc pour moi, le nord, c'est pas que le nord de la géographie, mais ça va plus loin. C'est une direction ou un message. Est-ce que toi, tu aurais envie de faire passer un message dans ce podcast ? Oui, alors pour reprendre ton image, la boussole montre le nord, mais peut-être si on a envie de suivre l'est ou l'ouest, c'est ok aussi. Si on a envie de dévier un petit peu des chemins tout tracés, eh bien on peut suivre sa propre boussole interne et se faire confiance et se lancer, même si le parcours n'est pas classique. Pourquoi pas suivre son trajet intérieur, et puis même si ça paraît fou, se dire je vais le faire en fait, et puis ça me plaît, donc tant que ça me plaît, ça va. Oui, finalement des fois il faut un peu se libérer de nos propres pensées limitantes, finalement. C'est ça, et puis pas hésiter à aller ailleurs qu'au nord, tu vois, faire bouger la boussole. Ouais.
Et est-ce que dans ta semaine, tu as des moments, soit des rituels, soit des moments qui sont importants pour toi? Alors, mes séances de sport. Oui. Bon, je suis passionnée de sport, tu l'as compris. Donc, c'est compliqué pour moi quand j'arrive pas à faire mon sport. Ça arrive parfois parce que je pars en formation, parce que mes séances de sport, elles sont indispensables, très variées. Bon, des fois, je vais nager, des fois, je vais courir, des fois, je fais des séances de fitness à la maison. Mais en tout cas, quand j'ai pas mon sport, c'est très compliqué. Et ma séance de manucure, pour toi. Parce que une fois tous les 15 jours, je vais à mon salon d'onglerie. Et là, eh bien, en fait, je n'ai pas mon portable, puisque mes mains sont prises pour être joliment vernies. Et mon esthéticienne, elle le sait, elle me parle pas. Elle met une petite musique douce, calme. Et moi, je sais pas méditer, tu vois, c'est un truc que je sais pas encore faire. Mais j'ai l'impression que quand je vais à ce rendez-vous de manucure, je suis vraiment posée, calme, mon esprit va dans le sens où il le décide et pas où moi je le décide. Et j'ai vraiment l'impression que ce rendez-vous de manucure me recentre avec moi-même et me fait beaucoup de bien pour déconnecter de l'urgence de la vie, quoi. Ouais. Oh, puis le petit massage des mains là à la fin, c'est quand même ah ouais, c'est vraiment, puis c'est ouais. très caricaturalement, c'est le seul moment où j'ai pas mon portable dans les mains, tu vois. Personne peut m'appeler t'es juste ni là. pour être une maman, ni pour être une Instagrammeuse, ni pour être un doc. Je suis là juste pour moi, donc c'est très bien. Ouais. Et donc moi je suis une grande lectrice, mais j'aime aussi beaucoup le cinéma. Bon, même si en ce moment voilà. Est-ce que toi t'aurais soit un livre ou un ou plusieurs films à partager? Alors j'avoue que dans cette vie très évidente, la lecture et la vision des films, c'est un peu ce que j'ai moins le temps de faire, donc j'ai pas beaucoup de références récentes à te donner, mais j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Et si on changeait d'angle, de Fanny Vella. Donc c'est pas un livre, c'est plutôt comme une BD. En fait, elle met en scène des scénettes du quotidien où elle met en évidence l'absurdité de certains comportements qu'on a, nous, comme parents, envers nos enfants. D'accord. En mettant en scène des adultes. Okay. Je te donne un exemple. Fais un bisou à tante Lucette, absolument. Mais si, sois gentil, va lui faire un bisou. Et l'enfant n'a pas envie, il comprend pas pourquoi. Et ben elle l'illustre en mettant un adulte sur cette scène. Et puis en fait, effectivement, c'est toute l'absurdité du truc. Et tu te dis, bah non, si ton enfant n'a pas envie d'aller faire un bisou, je vais peut-être pas le forcer en fait. Donc ce livre, il met, il est c'est pas un livre en fait, cette BD, enfin, c'est un livre BD, m'a fait un peu m'élever en tant que maman pour certaines choses, certaines idées reçues. Oui. Voilà. Donc je le conseille à tous les parents. Et on le trouve que sur internet parce que elle est pas diffusée dans les grandes librairies. Et un film, le film préféré de mon enfance peut-être, qui s'appelle Les dieux sont tombés sur la tête. C'est un film des années 80 qui est poignant, hilarant et qui a une belle morale, qui est pas très connu, je pense, mais que moi et mes sœurs, on adore et que je prends plaisir à regarder chaque hiver, d'ailleurs. D'accord. Donc, les dieux sont tombés sur la tête. Le premier, pas le deuxième. Ok, ça marche. Et enfin, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour le podcast que tu Oui, alors, j'avais préparé cette question puisque j'écoute un petit peu ton podcast. J'ai 3 personnes à te conseiller, c'est OK? D'accord, c'est OK. La première, c'est Sylvana, que tu connais peut-être, qui est sur Instagram sous le nom de Japan Banana. Oui. Qui va, j'espère très bientôt, monter un café kids-friendly sur l'île. Oui, moi j'ai participé à leur campagne oui, de moi crowdfunding. aussi. Voilà. J'ai tellement hâte que ça ouvre. Donc, je pense que Sylvana a plein de choses à raconter. Cette fille, elle a le feu en elle, quoi. Elle est pétillante, elle est géniale. Et son projet de café où toutes les familles seraient les bienvenues, où il y a assez de chaises hautes, où il y a assez de tables allongées, où tu peux allaiter partout, réchauffer ton biberon, faire jouer tes enfants. Voilà, c'est un truc qui nous manque quand même, je trouve, à Lille. Donc, j'espère que son projet verra rapidement le jour et que tu pourras l'interviewer. Après, je pensais à Marion, qui est la créatrice de Horta Store, les vêtements éco-responsables et 100% made in France, hyper stylé, hyper canon. Elle est originaire de Lille et le siège de sa boîte est en Belgique maintenant, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup de choses à raconter sur sa marque et son parcours. Elle est très très inspirante. Et en dernier, ma copine Marine, qui est médecin comme moi. D'accord. Maman, mais elle a 3 enfants. Et elle a monté sa marque aussi, tu vois, Aircotine,
de produits couture pour les enfants. Tu vois, des sorties de bain, des lingettes démaquillantes réutilisables. Oui, mais t'en as parlé, je crois, sur Instagram. Oui, j'ai déjà partagé parce que j'adore ce qu'elle fait. Et elle est un bon exemple aussi d'un double parcours de médecin qui se réussit aussi dans un autre domaine avec sa marque Ercotine. Voilà. D'accord. Et ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Claire. J'ai très passé intéressant. un super moment. Moi aussi, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.